Hello there. Good evening, ladies and gentlemen. Accept our warm greetings from the economic capital of Cameroon, Douala. I welcome you all to this 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, less than 24 hours separates us to the senatorial elections. While campaign ends tonight, the two political parties in Douala, the CPDM and the PCRN, are each confident victory will be on their side. Tonight, we talk to some of their representatives to see their readiness for these March 12 elections. Away from the senatorial elections, we will be looking at a success story, the success story of Fue Charles, a school dropout who is now a full-blown entrepreneur, and through his business, that is mechanic, he is able to take care of his family. This and many more will be yours in this newscast. If you're just joining us, it is the 8 p.m. bilingual newscast. Oriane Donkeng opens this news in the French language. Good evening, Oriane. Bonsoir, Oni Ladonnette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal politique sénatorial 2023, veille d'élection. Les deux partis politiques en lice dans le littoral sont confiants, que ce soit le Parti camerounais pour la réconciliation nationale ou encore le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Chaque formation croit à ses chances de victoire au lendemain du 12 mars. Demain est donc jour d'élection pour élire les 70 sénateurs de la troisième mandature de la Chambre haute du Parlement. C'est une première pour les conseillers régionaux élus en décembre 2020. Rappelons que ce sont 10 partis politiques qui sont donc en lice dans tout le Cameroun. Ils sont 11 134 conseillers régionaux et municipaux attendus dans 198 bureaux de vote répartis dans les 58 départements du Cameroun. Ouverture des bureaux de vote 8 heures, fermeture 18 heures. En attendant, ce 11 mars est donc veille d'élection. Je vous propose d'écouter tour à tour Alice Kokobebe, tête de liste du PCRN dans le littoral, et Hervé Ekambi Dibonguet. Il est conseiller municipal RDPC Littoral. Ils sont tous au micro de STV. J'ai eu la grâce de porter la liste PCRN pour les sénatoriales dans le littoral. À la veille de ce scrutin, je peux dire que nous avons battu campagne et ce fut une très belle expérience pour nous. Être dans un parti politique, surtout participer aux élections, je pense que c'est une occasion, c'est une belle occasion pour acquérir de l'expérience et pour davantage apprendre et aussi à avoir un peu plus d'état de service pour notre parti. Nous allons à ces élections confiants, nous sommes sereins et nous savons qu'au lendemain du 12 mars, nous continuerons à être dans la victoire. Notre président national, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, a doté le Cameroun d'une chambre haute au Parlement, le Sénat. Nous devons en être fiers. Après 2013 et 2018, nous voilà de nouveau consultés pour les élections sénatoriales pour élire ces hommes et femmes chargés d'assurer le fonctionnement optimal de la démocratie dans notre pays. Dans le littoral, notre liste présente des candidats de haute qualité. Cette liste a 3 dominantes spécifiques. Tout d'abord, la liste a été renouvelée à plus de 70%. Uniquement 2 candidats sont des sénateurs sortants. Nous avons 50% de femmes et de nombreux jeunes. Et enfin, dans cette liste, les différentes composantes sociologiques. Cela témoigne, chers camarades, du dynamisme du parti, de sa volonté et de sa capacité à se tourner résolument vers l'avenir. Chers collègues conseillers régionaux, chers conseillers municipaux, voici venu le moment d'apporter notre soutien à 100% à ces hommes, à ces femmes, à ces jeunes de haute qualité pour que triomphe le RDPC. Allocated for several development projects, the International Monetary Fund has given 140 billion CFA francs to Cameroon. This is in a convention signed on the 9th of March 2023 to the Ministry of Finance. Josephine Bindi tells us more in this report.
From sources in the representation of the International Monetary Fund in Cameroon, the board of directors of this Bretton Woods institution has approved the third review of its economic and financial program with Cameroon. This approval is also an agreement for the new disbursement of an amount of 45 billion CFA francs in favor of Cameroon under budget support. This decision is not a surprise because at the end of an IMF mission which staged in Yaoundé from the 5th to the 18th, 2023, a virtual meeting held in January 19 to 27, 2023, the staff of IMF and the Cameroonian authorities had already reached an agreement on the economic policies to conclude on the third review. Supported by the Extended Credit Facility and the Extended Credit Facility Union, the three-year economic and financial project between Cameroon and the IMF was approved on July 29, 2021 in Washington. These are gradually disbursed over a period of 3 years as the various programs reviews were approved. This concludes that the World Bank, the African Development Bank, and the European Union and the French Development Agency are in accord to make life in Africa in general and Cameroon in particular better. Un accent a été mis sur le digital lors de la célébration de la 38e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Les TIC offrent de nombreux avantages à l'épanouissement des femmes, particulièrement dans le secteur bancaire. Analyse d'une dame travaillant dans une banque installée dans la ville de Douala, dans ce reportage de Inès Manga. Les avantages des nouvelles technologies de l'information et de la communication ne sont plus à démontrer. Entre autres, opportunités d'emploi et de formation, commerce en ligne, nouvelles compétences de communication, accroissement de la productivité et analyse automatique de certaines données. Aujourd'hui, l'opportunité que les femmes ont de pouvoir accéder à égalité aux nouvelles technologies, de l'innovation, au niveau de technologie de l'information également, les hommes comme les femmes, du moins les femmes comme les hommes aujourd'hui, ont en toute liberté la possibilité de pouvoir se développer au travers des innovations technologiques, de pouvoir accéder librement également à l'information pour leur propre épanouissement et pour leur développement. Des bienfaits mis au devant lors de la célébration de la 38e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Un privilège lié au digital qui n'est malheureusement pas accessible à toutes les femmes. La préoccupation pourrait se présenter au niveau des femmes qui ne sont pas éduquées. Donc ça pose réellement la problématique en termes d'éducation de la femme. C'est pour la raison pour laquelle on encourage vivement la scolarisation de la jeune fille au même titre que des jeunes garçons. Donc toute femme scolarisée, toute femme éduquée a des chances égales, n'est-ce pas, d'avoir accès à l'outil digital, aux innovations technologiques au même titre que les hommes. Une exhortation formulée ce 8 mars 2023, jour de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, par une dame exerçant dans le système bancaire, un secteur qui s'ouvre de plus en plus à la gente féminine et hautement digitalisé. Parlons santé à présent et intéressons-nous au cœur. Comment entretenir cet organe vital? La question a été posée au docteur Marie-Solange Ndom-Ebonguin. Elle est cardiologue. Suivons ses réponses dans le reportage qui va suivre. Le médecin est clair. Pour entretenir son cœur, il faut éviter les ennemis de ce dernier. Ceux-ci peuvent se retrouver dans nos habitudes et attitudes quotidiennes. C'est-à-dire l'hypertension artérielle, le diabète, le mauvais cholestérol, le tabagisme, la sédentarité. Donc pour avoir un cœur en bonne santé, il faut avoir une alimentation équilibrée, c'est-à-dire diminuer le sel, le sucre et le gras, avoir une alimentation riche en légumes, en fruits, avoir une alimentation pauvre en alcool. On recommande maximum 1 verre de vin chez la femme et 2 verres de vin chez l'homme. 0 tabac. Il y a également une notion qui est importante, c'est le tabagisme passif. Lorsqu'on reste à côté des personnes qui fument, ça peut être également délétère pour le non-fumeur. À côté de ce que nous consommons, il faut tenir compte de l'aspect psychique et physique. Vraiment, le stress également a été reconnu comme un facteur de risque important. Il va falloir vraiment pouvoir lutter contre ce stress-là. Avoir une activité physique régulière,
c'est-à-dire 30 minutes de sport 5 fois par semaine ou encore 1 heure 3 fois par jour. L'on a cesse de le dire, prévenir vaut mieux que guérir. À quel moment faut-il donc consulter? On doit consulter à chaque fois qu'on devient essoufflé. Si habituellement on montait 4 étages sans souci et que du jour au lendemain au 2e étage on est essoufflé, il faut consulter. À chaque fois qu'on a mal à la poitrine, au repos ou à l'effort, il faut consulter. À chaque fois qu'on sent son cœur battre vite, c'est-à-dire qu'on a des palpitations, il faut consulter. À chaque fois qu'on perd connaissance ou on a la sensation qu'on va perdre connaissance, il faut consulter. À chaque fois qu'on a les pieds qui gonflent de manière unilatérale lorsque c'est une jambe, mais quand même quand c'est les 2 jambes, il faut consulter. Il faut également consulter lorsqu'on a mal à la tête, lorsqu'on a des vertiges, lorsqu'on a des oreilles qui bourdonnent à coups. Il faut consulter. Il constitue les signes et symptômes cardiovasculaires. Il y a très souvent confusion entre la crise cardiaque et l'AVC, entendez, accident vasculaire cérébral. Écoutons à présent les explications du médecin. La crise cardiaque intéresse le cœur. Le nom scientifique, c'est infarctus du myocarde. C'est lié à une obstruction, un arrêt de conduction du véhicule du sang dans le cœur. Ça va aboutir à une crise cardiaque qui va se manifester par une douleur thoracique intense qui va irradier, monter vers la mâchoire ou encore vers le bras gauche pour les formes typiques. Et l'AVC, c'est l'interruption brutale de la circulation du cerveau. Donc, crise cardiaque, c'est le cœur. AVC, c'est le cerveau. Dans le cerveau, on a 2 types d'AVC. L'AVC ischémique, lorsque il y a une interruption liée à une obstruction par un caillot de sang, une plaque d'athérome, du coup le terrain en aval n'est plus perfusé, on va arriver à une souffrance cérébrale qui va être traduite soit par une aphasie, lorsqu'on arrête de parler, la parole ne sort pas, ou une paralysie d'un côté du corps, ou encore des vertiges. Et on peut maintenant avoir un AVC hémorragique lorsque c'est un vaisseau, une artère cérébrale qui se perce, et là le sang aussi va inonder le cerveau et la zone en dessous ne sera pas vascularisée. On va assister aux mêmes symptômes que pour l'AVC ischémique. Et le maître mot, c'est de dire d'aller directement consulter parce que la prise en charge d'un AVC dépend du type d'AVC. C'est pour ça que lorsque vous arrivez à l'hôpital, on vous demande avant toute chose de faire un scanner. Parce que les médicaments qu'on prescrit pour l'AVC ischémique est contre-indiqué pour l'AVC hémorragique. Et cliniquement, on peut difficilement faire la différence entre un AVC hémorragique et un AVC ischémique. La différence est claire. Les 2 organes différents, mais les mécanismes peuvent être identiques liés à l'athérosclérose. Parlons culture à présent, littérature. La rentrée littéraire de la Fondation Afrique Avenir International a eu lieu du 1er au 9 mars dernier, ici à Douala. Ceci avec l'appui de l'Université de Douala. Dans le cadre des échanges entre les auteurs et les amoureux de la littérature, l'honorable Marlise Douala-Bell a présenté son ouvrage intitulé « Ngome, la fille d'un prêtre » ou « Le combat pour la dignité », ouvrage qui met en exergue la problématique de la malnutrition. Makeda Lidinyochom et Julie Pont. Pour que vous croyez non seulement Ngome, la fille du prêtre ou le combat pour la dignité, c'est le titre de l'ouvrage publié par Marlise Rose Tongo Douala-Bell. Un ouvrage inspiré de son expérience en tant que députée à l'Assemblée nationale. J'ai été inspirée par quoi? Par mon vécu dans une de mes autres vies. Je suis députée de la Nation. J'arrive à l'Assemblée nationale et on me demande si je voudrais participer à un événement sur la malnutrition. Donc je dis très humblement que je ne suis pas outillée pour... tout de suite on me rassure, on me dit mais justement honorable, c'est pour une formation. Et j'accepte donc d'aller au Congo pour cette formation. Mais en y allant, j'étais persuadée que toute l'Afrique était concernée par la malnutrition.
Femme politique, auteure, psychologue, Marlys Doualabel a échangé sur le contenu de son livre lors de la rentrée littéraire organisée par la Fondation Afrique Avenir International et l'Université de Douala. Évidemment, les élus portent la plus grande responsabilité, mais à condition que ces élus soient informés. Parce que la malnutrition aiguë, c'est rien. Vraiment, c'est rien. C'est spectaculaire. Parce que c'est là où vous voyez des enfants qui sont comme les petits Éthiopiens qu'on voyait avant. Ça, c'est la malnutrition aiguë. Et on la soigne très bien. Le problème, c'est vraiment le retard de croissance. Et c'est celui qui est le plus méconnu. Rentrée qui s'est déroulée du 1er au 9 mars 2023 dans la cité économique. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être malnutri? Now on to one of our lead stories. We talk about the young adult Fue Charles, father of 4. This youth has been pushed, is a victim of circumstances. He was forced to drop out of school, then engaged in mechanic, and now he owns a mechanic workshop. Through this business, he is able to feed his 4 children and his family. Let's listen to him in this report. Unforeseen circumstances have driven Fue Charles into being a mechanic here in Douala, a job he has come to love as he puts food on the table for his wife and 4 children. I do not wish it, but unfortunately that's what I could have helped myself, because the life was not so easy that way. That's how I find myself to become a mechanic. I started it because I had failure in school, so I just find myself, I go and make apprentissage, what they call apprentissage. So that's how I met 3-4 years, then I become. Despite the rocky path at the start, this youth has made enormous progress, now owning a workshop. I started working on the street as the others, but unfortunately, when working on the street, I find myself, I made small contributions, and the last time, it happened that I could have some money to rent a place and then start a garage. That's how. It was not easy, but I made it that way. It was not easy because I did not have nobody to finance me, nothing. So I made myself just like that. That's how I became a mechanic. In his over 12 years as a mechanic, he has trained a lot of youths. At least six of them. I have 6 of them. They are already 2 graduated, so I left with 4. There are some that they have certificates, and then some just come because lack of money. Some come because they have certificate. They used to come and do more practice. Some come that they have their certificate. Some come without certificate. So I work with all of them. From his experience, this father of 4's advice is for youths to see such jobs as second option, while education should be their priority. The only advice is that go to school first before you lack something and then come to garage. Don't go to school and say you go and learn work. Because garage, if you don't know how to read and write, don't think you mechanic is. His commitment and devotion to this job has gained him admiration from many. We now take you over to Sudan, where Sudan state teachers have been on strike since November over low and unpaid salaries. They accuse the military government of failing to prioritize education and are calling government to be restored. Well, meanwhile, Sudan's finance minister says the government has met the teachers' demands. We'll now listen to our partner, the Voice of America, right from Khartoum in Sudan. Schools empty of their students are a common sight across Sudan. Since November, teachers have conducted multiple strikes, protesting wages that in some cases have not been paid in months, and which many teachers say are too low. Kamis Mamor Chatney is the principal of this school in Khartoum. He says he worries about his students' education while the strikes continue.
The problem will destroy several generations and the whole community itself. The problem is not only related to the teachers of Sudan, but to the whole community. His students, like Amir Mohammed Abdallah, are worried about their education too. Private schools continue their lessons and are still teaching, whereas we study in state-run schools and lessons are suspended. This is really harmful since we are supposed to be given equal chances. It will be very competitive and creates a huge gap between us. Since a military government headed by Abdel Fattah al-Burhan took power by way of a coup in October 2021, pro-democracy protests have rocked Khartoum on a regular basis. Civil servants have also struck over unpaid wages. Khartoum locals and even some government officials have told VOA there is a sense that the state is not functioning. The teachers' strike could be just the tip of the iceberg. Gamaria Omar Ahmed Hussein is the vice chair of the Sudanese Teachers Committee, which has organised the strikes. She says the situation would have been resolved under the previous civilian government. Because we had a civilian government that cares about education, unlike this government established by the coup. And it's clear that after the coup, education in other fields have been affected. Education is not their priority at all, based on what Jibril said in his speech. He thinks that education and teachers are not productive. Gibril Ibrahim is Sudan's finance minister who has been negotiating with the teachers on behalf of the government. Speaking with VOA, he insisted the government has addressed teachers' concerns, which he alleged are being manipulated. We have increased actually the budget for education at close to the 18% now. And part of the whole thing is politicization of the teachers' demands. Actually, their demands have been met, but some are using these demands for their political agenda. Yet the strikes continue. Although wages appear to have been paid to instructors in Khartoum, they have not been paid in other parts of the country, according to teachers. Henry Wilkins for VOA News, Khartoum, Sudan. It is on this note that we call it quits on tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Do have a wonderful weekend in the company of our programs. Good night, Oyan Donkeng. Bonne soirée, Oni Ladonnette. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.